Bonjour mesdames et messieurs, les membres du jury et toutes les personnes présentes ici. Je me présente, je m'appelle Ayoub Khadesh, étudiant en deuxième année master réseau et système informatique à la faculté des sciences et techniques de Stade. Avant d'entamer ma présentation, permettez-moi d'abord d'adresser mes profonds remerciements aux membres du jury, à notre chef de filière, M. Serti Boucher, à mon entraîneur interne, M. Moussa Rahim, à mon parrain de stage, M. Farhi Khalid, qui n'est pas là à cause d'une maladie, et bien sûr à mes amis qui sont là pour moi. J'ai l'immense honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon projet de fin d'études effectué au sein de la société APSIS, qui a pour objectif l'étude, conception et réalisation d'une application web de gestion des processus métiers des hommes au sein des organismes. Durant cette présentation, nous allons suivre le plan suivant: contexte général des projets, inception, analyse et conception, implémentation, démonstration et finalement des conclusions et perspectives. Débutons tout d'abord par le contexte général, qui a pour objectif de présenter l'organisme d'accueil ainsi que le cahier de charge. APSIS, ou bien Upside Systems, c'est une société à responsabilité limitée créée en 2015 par des experts ingénieurs dans le domaine informatique. C'est une société de services et d'intégration spécialisée dans les technologies de l'information. Afin de répondre aux besoins de ses clients, APSIS propose une palette de services, à savoir le stockage, la sauvegarde, l'archivage, le cloud sur mesure, la gestion électronique des documents ainsi que le travail collaboratif en mode SaaS. L'organigramme d'APSIS est composé d'une direction générale ainsi que 4 sous-directions qui sont la direction de service, la direction commerciale, la secrétariat et la direction administrative et financière. Ma période de stage a été déroulée au sein du service intégration logicielle et développement. Avant d'entrer dans le vif du sujet et présenter le cahier de charge, définissons tout d'abord ce qu'est un processus. Un processus est un ensemble d'activités liées que transforment des éléments d'entrée en des éléments de sortie. Ainsi, quasiment toute action, projet, programme peut être vu comme un processus. Prenons l'exemple du concours du Master DSI. Ce processus débute par la publication du concours, l'inscription dans le concours, l'affichage de la liste des étudiants qui vont passer le concours, le passage du concours, l'affichage de la liste des étudiants, la liste des admis, l'inscription dans le concours, dans le master, pardon. S'il y en a encore d'autres places, les étudiants dans la liste d'attente peuvent s'inscrire. Et finalement, la fin du processus. Pour bien comprendre la problématique, mettez-vous devant la situation suivante. Vous voulez par exemple effectuer une demande d'autorisation de construction. Cette demande elle-même suit un processus métier. Ça va mettre devant une multitude d'intervenants administratifs, ce qui nécessite un déplacement régulier. Et comme vous le savez, le citoyen est trop occupé par son quotidien. De ce fait, il ne dispose pas de suffisamment de temps pour faire ça. De notre part et au sein des organismes, il n'existe aucune traçabilité pour savoir qui a fait quoi. Et en cas de perte de l'un des documents, nous sommes amenés d'arrêter le processus et de refaire la demande. Finalement, à la fin de chaque tâche du processus, nous aurons besoin d'un autre intervenant pour déplacer les documents entre les collaborateurs. Afin de répondre à cette problématique et faciliter le suivi de la demande, il m'a été demandé d'analyser, concevoir et réaliser une application qui permet de dématérialiser les processus de validation des demandes, faciliter le dépôt de la demande, faciliter le suivi de sa requête, assurer la traçabilité des tâches effectuées durant le processus, trouver facilement l'information immédiatement au faisant. Pour bien conduire notre projet, nous avons monté la méthodologie UPXP. C'est une méthodologie qui permet de concevoir des logiciels orientés objets évolutifs. Il se compose en 2 méthodes, UP et XP. UP signifie Unified Process, c'est un processus de développement itératif et incrémental. Elle permet de découper le projet en 4 phases, qui sont la phase d'inception, la phase d'analyse, la phase de conception et finalement la phase de réalisation. Pour XP, ça signifie Extreme Programming. C'est un processus agile qui permet d'attaquer directement la partie développement, tout en découpant le projet en des cycles de vie de 2 semaines, appelés des itérations, tout en plaçant le client au cours du processus de développement. De ce fait, nous pouvons planifier notre projet comme ceci. La première phase, c'est l'élaboration du cahier de charge avec une durée estimée de 20 jours, la phase d'inscription avec une durée estimée de 15 jours, la phase d'analyse avec une durée estimée de 14 jours, la phase de conception avec une durée estimée de 22 jours, et finalement la phase de réalisation avec une durée estimée de 60 jours. Et voilà la représentation graphique de notre planning avec le diagramme de Gantt. Passons maintenant à la phase d'inscription qui a pour objectif de présenter les fonctionnalités. Nous commençons tout d'abord par les besoins fonctionnels à assurer par notre application en question
gérer les processus, les demandes des utilisateurs, les entités, les processus, les commissions et les référentiels des adresses, planifier les réunions, procéder les dates d'avancement des demandes, inscrire les consulter le guide, ainsi que effectuer ces tâches de l'exécution des processus. Au plus de ces besoins fonctionnels, notre application doit assurer aussi des besoins non fonctionnels, à savoir la compatibilité, la performance, l'interface, l'extensibilité ainsi que la sécurité. Et voilà le diagramme de cas d'utilisation qui permet de décrire la relation entre les acteurs et les besoins attendus, autrement dit les cas d'utilisation, et aussi la relation entre les cas d'utilisation. Passons maintenant à la phase d'analyse et d'inception qui vise à identifier et décrire la majorité des besoins et aussi construire l'architecture de base du système. Pour bien comprendre notre diagramme de cas d'utilisation, la première étape à effectuer durant cette phase, c'est de décrire les cas d'utilisation sous forme de tableaux comme ceci. Le plus important dans ces tableaux, c'est le scénario nominal qui permet de décrire le comportement du cas d'utilisation dans l'état nominal. Ce comportement peut être changé selon un enchaînement alternatif ou bien un enchaînement d'exception. Ces tableaux par la suite vont représenter graphiquement avec le diagramme de séquence qui permet de décrire l'interaction entre l'acteur et le système sous forme des messages dans l'ordre chronologique. Passons maintenant au diagramme de classe. C'est le diagramme qui est le plus important dans la modélisation orientée objet. Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir ensemble pour réaliser les cas d'utilisation. C'est à partir de lui qu'on crée la base de données. Pour faciliter la compréhension de notre diagramme de classe, nous allons le décomposer sous forme des modules comme ceci. Dans cette représentation, nous allons nous intéresser aux trois modules: gestion des processus, gestion des demandes et gestion des dossiers. Pour le module de gestion des processus, il contient trois classes principales: la classe processus, la classe niveau, la classe étape. La classe processus permet de décrire les processus métiers au sein d'organismes. La classe niveau permet de décrire les activités effectuées au sein du processus. Et aussi la classe étape permet de décrire les opérations possibles. Ces trois classes sont associées entre elles dans une autre classe qui s'appelle déroulement du processus. Elle permet de décrire le passage d'un niveau vers un autre au sein d'un processus, tout en choisissant une étape. Le deuxième module, c'est le module de gestion des demandes. Elle permet de décrire les demandes à traiter par l'organisme. Prenons l'exemple de la FSD. L'un des nature de demande, c'est l'inscription. L'inscription peut être en première année, en licence, en master, etc. Si on veut s'inscrire en master, nous aurons besoin de citer le type de la licence ainsi que les notes qu'on a obtenues. Ici, on parle des champs. Nous aurons besoin aussi des relevés de notes scaliques. Ici, on parle d'IPS. Cette demande peut être rejetée si on trouve que les notes citées dans les champs ne sont pas les mêmes dans les pièces. Ici, on parle des motifs de rejet. Finalement, cette demande peut être effectuée par un seul intervenant qui est l'étudiant. Le troisième module, c'est le module de gestion des demandes. Il permet d'enregistrer les demandes effectuées. On trouve dans ce module une classe qui s'appelle suivi dossier. Cette classe, au plus, il est associée à la classe dossier, il est associé aux classes utilisateurs et déroulement processus, son rôle d'assurer la traçabilité durant l'exécution du processus. Passons maintenant à l'implémentation du projet. Dans cette partie, nous allons parler sur l'architecture et les outils et les technologies utilisées. Pour notre architecture, on peut la découper en trois parties: le front-end, le back-end et la base de données. Pour la partie front-end, c'est la partie visible au client et contient HTML, CSS, JavaScript. Pour la partie back-end, c'est la partie qui fait le traitement. Il peut être du Java, PHP, Python, Ruby, etc. Nous avons choisi de travailler avec la plateforme Java Enterprise Edition car elle est très vaste et aussi elle propose de très nombreux outils qui adressent toutes les problématiques de l'informatique d'entreprise. Pour la partie base de données, c'est la partie persistante. On peut trouver Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, etc. Nous avons choisi de travailler avec Postgres car, d'une part, c'est lui qui est utilisé par l'entreprise et aussi il est très simple à mettre en œuvre et utiliser. Il gère des bases de données relationnelles ainsi que des bases de données objets. Le plus important dans PostgreSQL,
qu'il peut migrer d'une version vers une autre plus facilement. Pour la communication entre le front-end et le back-end, il existe des requêtes HTTP. Pour la communication entre le back-end et la base de données, il existe le connecteur GDBC. Pour faciliter le développement et gagner du temps et aussi développer des applications de qualité, nous avons choisi de travailler avec des frameworks comme Bootstrap et AngularJS dans la partie front-end, Spring Boot, JUnit, JITEX dans la partie back-end et finalement Hibernate dans la partie communication entre le back-end et la base de données. Finalement, pour assurer que notre application peut être fonctionnelle sur n'importe quel terminal, que ce soit ordinateur, smartphone, iOS ou Android, nous avons travaillé avec l'ensemble des microservices avec le protocole RESTful. Pour assurer la sécurité, nous avons travaillé avec Spring Security. Pour les outils utilisés, nous avons travaillé avec Windows Server 2012 comme un système d'exploitation, PowerShell comme un outil de modélisation, Apache Tomcat comme un contrôleur web. Comme un IDE, nous avons travaillé avec IntelliJ.IA. Comme un système de gestion de base de données, nous avons travaillé avec PostgreSQL. Comme un outil d'automatisation de construction, nous avons travaillé avec Maven. Comme un outil de collaboration pour tous, nous avons travaillé avec GitHub. Et finalement, pour gérer le projet et les tickets, nous avons travaillé avec l'outil Projector. Passons maintenant à la démonstration. Dans cette partie, nous allons vous montrer une vidéo de fonctionnement de l'application. Comme vous pouvez remarquer, il existe deux menus de navigation. Cette menu permet d'accéder aux interfaces de gestion. Pour cette menu, on peut se déconnecter et aussi accéder au profil des niveaux durant l'exécution du processus. Pour la partie gestion du processus, on peut ajouter des processus qui sont exécutés au sein de l'organisme. On trouve l'association niveau actuel et à niveau suivant. On peut modifier un processus qui déjà existe. Comme on a vu, l'association niveau actuel est à niveau suivant. Pour passer de l'accueil vers l'exploitation, on doit choisir réceptionner. Pour passer de l'accueil vers le recyclage, on doit choisir rejeter. Pour la gestion des types, on trouve la nature de la demande, le nom de la demande. Pour la partie type de projet, c'est une partie qui est liée à l'organisme du KISNIF. On trouve aussi le processus à suivre par la demande. On trouve aussi les pièces. Pour les pièces, on trouve le nature de la demande. Une pièce peut être pour une personne physique, pour une personne orale ou pour les deux. Une pièce aussi peut être obligatoire ou non. Pour les champs, on trouve la notion de champ d'accueil. Un champ d'accueil, c'est un champ à citer lors de l'enregistrement de la demande. On trouve le type du champ. Aussi pour les intervenants, on trouve la notion d'intervenant principal. Intervenant principal, c'est un intervenant à citer lors de l'enregistrement de la demande. Pour les autres, sont cités dans le niveau suivant. On trouve aussi les motifs de rejet. Pour la partie d'enregistrement de la demande, il a été découpé en deux parties, accueil et exploitation. Dans la partie accueil, on enregistre juste les champs et l'intervenant principal. Dans le niveau exploitation, on termine les autres champs. Ça nous permet de gagner du temps et enregistrer juste les informations nécessaires pour générer l'accusé de réception. Donc, selon la nature, on voit les types de demandes. Selon la demande, on voit les pièces à enregistrer, comme on l'a vu dans la partie gestion des types. Donc, selon l'intervenant, on voit les pièces requises, que ce soit morale ou physique. On a choisi 3 pièces. Pour l'intervenant, on peut rechercher l'intervenant à partir de la base de données, ça nous permet de gagner du temps aussi. Pour la validation du dossier, on trouve 2 étapes qui sont réceptionnées et rejetées, comme on l'a vu dans la partie gestion du processus. Si on choisit rejeter, on doit citer les motifs de rejet. Si on choisit réceptionner, un accusé de réception va être généré et le dossier va être passé au niveau suivant qui est le niveau exploitation.
Voilà l'accusé de réception avec un numéro de dossier qui contient l'année et 5 autres chiffres. Si on cherche ce dossier dans la partie, dans le niveau recyclage, normalement on ne doit pas le trouver. Par contre, si on cherche le dossier dans la partie, dans le niveau exploitation, normalement on doit trouver le dossier. Les informations qu'on a enregistrées vont être affichées. On peut ajouter les autres intervenants, télécharger les pièces qu'on a choisies. Et finalement, les autres champs qui ne sont pas nécessaires pour générer l'accusé de réception. Voilà. On peut choisir à ce niveau-là aussi l'état qu'on va sortir avec elle. Si on choisit l'état rejeté, normalement on va passer au niveau recyclage. Si on choisit enregistré, on va passer au niveau exploitation et ainsi de suite. Passons maintenant à la conclusion et perspective. Pour conclure, il se doit citer les différents points acquis de ce projet et le bénéfice personnel. Travailler sur un projet client d'une telle importance n'est pas une opportunité qui sort tous les jours. En tant qu'étudiant, et comme j'ai opté à la méthodologie UPXP, j'avais des réunions régulières avec le client. D'une autre part, vers la nature du projet, j'ai pu assimiler des notions complexes dans le développement web. Et comme vous pouvez remarquer, l'application ouvre la porte à plusieurs perspectives. Après la fin de ma période de stage, plusieurs modifications ont été effectuées dans la partie modélisation pour mieux l'adapter aux besoins du client et d'avoir une application qui est 100% dynamique, et qui peut traiter n'importe quel processus. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Je suis à vous pour répondre à vos questions.